J'étais tellement en train de nager entre le réel et le rêve que j'ai oublié sur mon Vélib mon contrat. Et je m'en suis même pas rendu compte. Et c'est une dame, 3 jours plus tard, qui m'a dit, je crois que sur Instagram, je crois que vous avez oublié votre contrat de la Comédie Française. Faut que je regarde l'extrait. Parce que j'ai vu la voix, je me suis dit, oula, j'avais pas mué à l'époque. Vous vous demandez sûrement pourquoi la batterie plutôt qu'un autre instrument, hein? Eh ben, je sais pas. J'avais 19 ans, j'étais en plein dans la période des premières fois. Et ce texte était arrivé et j'avais l'impression que ça parlait de. J'avais un peu une lecture érotomane de la pièce peut-être, mais j'avais l'impression que ça parlait de moi et que c'était un vrai refuge dans lequel j'allais pouvoir mettre plein de mes émotions. Et en plus, c'est justement un personnage qui raconte comment est-ce qu'il a grandi à travers le prisme de la batterie. Et ça a été beaucoup mon cas. Et je vivais en parallèle plein de premières fois. Et donc, il y avait vraiment ce côté refuge, c'est-à-dire que tous les soirs, le théâtre a été pour moi un exutoire incroyable au collège. Et j'avais l'impression de revivre la même chose en plus fort. C'est la période où j'avais beaucoup de vertige. J'ai l'impression que ça y est, les premiers pas, il y avait un enjeu dans les premiers pas, comme si ça définissait vraiment qui j'étais. Et j'avais tellement peur parce que je ne savais pas qui j'étais. Et je trouvais ça incroyable parce que ce personnage-là me permettait de grandir à ses côtés et de mettre tout ça chaque soir dans ce personnage d'Adrien. Et aussi parce que j'ai découvert à quel point, je crois, la santé mentale était importante, notamment quand on joue au théâtre. Parce qu'en fait, je me retrouvais seul face à 400 personnes chaque soir. Et ça a duré 1 an et 1 semaine sans s'arrêter, donc c'était assez fou. Mais je ne savais tellement pas qui j'étais que de me retrouver seul face à 400 personnes alors que je ne savais pas être seul face à moi-même, c'était abyssal. Et j'étais assez pétri d'angoisse. À l'époque, je vomissais chaque soir avant de monter sur scène. Et j'ai compris comment est-ce que... voilà, c'était les débuts des crises d'angoisse aussi, où je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai l'impression que mon corps était défaillant avant de voir que mon corps en fait, avait peur, m'envoyait des signaux et qu'il fallait prendre soin de sa santé mentale. Et donc, ça a été un long chemin, mais j'ai vécu tout ça avec cette pièce. Donc, c'est une pièce très importante, j'ai l'impression, et j'y suis très attaché. Vos peines, peu importe vos péchés, Dieu vous comprend et vous accepte. Ça, c'est, je crois, la série qui a changé ma vie. Et qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ça a été un pivot incroyable. Ça m'a permis de devenir beaucoup moins bête aussi. Euh, Parce que on a tout à coup eu la chance d'avoir une communauté de gens qui regardaient la série et qui partageaient leurs expériences. Et j'ai senti que j'étais moins seul aussi dans les questionnements d'identité plurielle que j'avais et que c'était OK de ne pas savoir, c'était OK de ne pas se définir. En tant que jeune, c'est ce que je parlais tout à l'heure, ce vertige-là de la construction. Et je crois que je le vivais en parallèle de mon personnage. Et, euh, et au-delà de ça, ça a été une rencontre incroyable, notamment avec David Oureg, qui est le réalisateur, qui est un chef de troupe incroyable, et aussi Maxence Danet-Fauvel, qui joue Elliot, mon partenaire. C'est génial, avec Maxence, on a été un peu en figure de proue de la chose, on était dans la lumière, etc. Mais derrière, il y avait le scénario qui était incroyable. Et toute l'équipe était portée vraiment par l'enjeu commun. Et je crois qu'on avait à l'époque pas assez de représentation qui aborde la sexualité comme une chose très universelle. Et avec David Oureg, on s'était dit, non, on veut pas voir 2 hommes, on veut voir 2 êtres qui s'aiment. Et vraiment se mettre tout le temps du côté de l'amour. Ça paraît un peu démago ce que je dis, mais il y avait vraiment ce truc-là. Et puis on s'était dit, si jamais on aide un Lucas, on aura tout gagné. Je pense que, et je me souviendrai toute ma vie de la première fois où on a reçu un message de quelqu'un qui disait que, après avoir vu Cam, il s'était senti OK avec le fait de faire son coming out. Et on avait pleuré tous les 3 avec Maxence et David. Mais gâtez pas le fruit avec votre rabâchage à la con. Putain, mais t'es chiant, Matt. Tu m'entends là? T'es vraiment chiant. Donc, vous avez une audition. Quand j'ai commencé à jouer, à avoir ce travail-là de troupe, j'étais en mode, mais pourquoi on m'a pas dit avant? Non, mais j'ai grandi justement avec cet esprit de troupe, mais je crois que après Une vie sur mesure, j'ai fait un autre seul en scène, Les mille et une vies des urgences, adapté du roman de Baptiste Beaulieu. Et, en fait, je crois que ça arrivait au bon moment. J'avais envie de jouer avec du monde, j'avais envie de jouer avec des gens. Alors après, quand tu es seul en scène, il y a un vrai partenaire qui est le public. Mais sur scène,
ça m'a amené à autre chose, à autre part. Et puis aussi parce que Guillaume de Tonquédec, Marc Fayet et Camille Aguilar, mes partenaires, avaient cet esprit de troupe, Guillaume et Marc notamment. Et je suis très touché par ce côté un peu maillon de la chaîne dans le théâtre. J'ai vraiment l'impression que c'est une culture et que si elle ne se transmet pas comme toutes les cultures, elle meurt. Et Guillaume et Marc et José, mais on passait des soirées où ils nous racontaient des anecdotes de théâtre, que ce soit Jean Marais, que ce soit des anecdotes qu'on leur racontait sur Michel Bouquet, qui avait été le professeur de Guillaume de Tonquédec. Il y avait vraiment ce côté transmission. Et aussi, ça c'était assez incroyable, Guillaume de Tonquédec est un partenaire fou, mais incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui voit la jeunesse comme une opportunité d'échange, de partage. Il y avait vraiment un truc où il disait « mais vous avez autant à m'apporter que moi ». Il y avait vraiment ce truc, mais totalement bienveillant et dénué de tout intérêt, de nous mettre, j'allais dire, en avant, mais vraiment de pousser la jeunesse qui va vers le théâtre. Et je crois qu'il est très habité aussi par le fait que les jeunes reviennent dans les salles. Et on s'entendait très très bien sur ce point. Ça t'inspire quoi? Un des plus beaux jours de ma vie. C'est mon rêve d'enfant. On faisait des balades le dimanche avec mon père, on passait dans la Comédie Française et on regardait comme ça. Parce que c'est l'absolu de la troupe, c'est-à-dire c'est justement un théâtre de troupe dans ce côté-là où ça joue tout le temps. L'un peut se retrouver à faire un page et le lendemain avoir un rôle principal dans une pièce, voire même faire les deux. Et puis, il y a un côté très malléable de l'acteur et qui vient aussi par la répétition et par le fait de jouer tout le temps. Et puis parce que tous les 3 mois, il y a une nouvelle création. Et puis parce que c'est quand même un vivier incroyable, mais au-delà de ça, c'est un des derniers endroits qui protège le répertoire. Moi, j'ai rencontré le théâtre grâce à M. Perrin, qui, à l'époque où je me faisais harceler, bon ça il ne le savait pas, mais avait eu la bonne idée de nous faire jouer pour nous prendre par la main. Et au lieu de lire le théâtre, il nous les faisait jouer en cours de français. Et tout à coup, en fait, ce qui était incroyable, c'est que je comprenais que les rires de mes camarades, ce n'étaient pas les mêmes que dans la cour de récré, et qu'on était obligé de croire à une histoire commune. On était obligé de jouer ensemble. Et bien au-delà de toutes les divergences de cour de récré. Et ça, c'était assez fou, et c'était Georges Dantin de Molière. Et en fait, il était passionné, donc il était passionnant, parce qu'en fait, il arrivait à tirer les enjeux de cette langue qui était quand même, j'allais dire, moins accessible que la langue contemporaine, parce que c'est une autre langue, mais il arrivait à tirer ces enjeux-là et à nous faire aimer les mots. Et c'est incroyable, la Comédie Française, c'est un des derniers endroits où justement, c'est la gardienne de ça. Et donc, c'est la gardienne de mon rêve d'enfant, de la même manière que le théâtre m'a permis, adolescent, de me rencontrer et d'avoir un refuge dans lequel je me sentais vraiment libre de grandir. Après, je rentre en comédien auxiliaire, donc si ça se trouve, ça s'arrêtera en mai, mais c'est fou. J'en ai tellement rêvé. Et là, tu le vis. J'étais tellement, mais j'avais l'impression de flotter entre le rêve et le réel, que je suis rentré de cette journée où Eric nous a fait en plus une visite guidée des coulisses. Et il est là, il te raconte tellement d'anecdotes. Tu te dis c'est lunaire, c'est lunaire. Moi, quand j'étais élève comédien, je payais des Coca Zéro au Nemours et il était à côté et je faisais c'est Eric Ruff à côté. Et là, c'est toi qui es à côté. C'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est trop bizarre, c'est fou. J'ai tellement rêvé, j'ai tellement pleuré, mais c'est fou dans cette salle c'est incroyable. T'as l'enfant qui fait mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement en train de nager entre le réel et le rêve que j'ai oublié sur mon Vélib mon contrat. Et je m'en suis même pas rendu compte. Et c'est une dame 3 jours plus tard qui m'a dit, sur Instagram, je crois que vous avez oublié votre contrat de la Comédie Française. Voilà. Et j'ai été récupéré. Sinon, je m'en serais même pas rendu compte. Et sinon, pas de Comédie Française. Sinon, pas de Comédie Française. Too bad. Too bad.